Salut à tous. Je connais le rapport, et à vrai dire, ce rapport est généreux envers nous tous. La position d'Israël est extrêmement délicate en ce moment. Le pays n'a pratiquement plus de défense aérienne ni antimissiles. 8 missiles sur 10, ainsi que la plupart de ces soi-disant drones, passent sans opposition. Israël est dans une très mauvaise posture. Du côté américain, il faut aussi garder en tête que tous les radars très coûteux installés dans la région ont été détruits. Cela signifie qu'il est désormais très difficile de détecter un grand nombre de ces missiles tirés contre nous avant qu'ils soient, franchement, presque au-dessus de nos têtes. Il y a aussi le problème fondamental de la distance. Les États-Unis se trouvent à 6700 milles. Lorsque les stocks sont reconstitués, ce qui est en train de se produire en ce moment, cette reconstitution doit venir des États-Unis sur des milliers de milles. Il faut charger le matériel dans des avions, le charger sur des navires, et tout ça prend du temps. Voilà ce qu'est réellement cette pause. Dans une salle de briefing à la Trump, même un effondrement logistique peut être rebaptisé « patience stratégique », si le micro est assez puissant. Après cela, il y aura une tentative de lancer ce qu'ils espèrent être une offensive capable de gagner la guerre. Je ne pense pas du tout que cela va se passer ainsi. Je pense que c'est quelque chose auquel les Iraniens se préparent depuis plus de 20 ans. Les Américains, eux, ne l'ont pas fait. La base manufacturière américaine s'est considérablement réduite. Les États-Unis n'ont plus la capacité qu'ils avaient il y a 40 ou 50 ans pour augmenter rapidement leur production. Militairement, ils ne sont plus du tout dans la même position que la Russie et la Chine à l'heure actuelle. Il s'agit d'une grave erreur de calcul. Des hypothèses ont été faites, mais elles étaient tout simplement fausses. On a supposé que l'Iran pouvait être intimidé. On a supposé que l'Iran pouvait être isolé. Et il y a eu une incapacité totale à comprendre la catastrophe économique qui est maintenant en train d'être créée à l'échelle mondiale. Apparemment, le plan consistait à confondre la réalité avec un slogan de campagne et à espérer que les chaînes d'approvisionnement applaudissent. L'impact se fait déjà sentir en Inde, où les citoyens font la file pour remplir leur réservoir d'essence. Et c'est pas un petit problème. Une situation semblable se produit au Japon. Cela se produit aussi en Europe. La Russie, bien sûr, gagne plus de 250 millions de dollars par jour de plus qu'auparavant, mais la Russie comme la Chine veulent que cela prenne fin, parce qu'elles voient les chaînes d'approvisionnement se faire détruire. Si la prochaine offensive, soi-disant capable de gagner la guerre, est lancée, elle pourrait achever toutes les infrastructures pétrolières du Golfe Persique. Les Iraniens ont été très clairs, si leurs infrastructures sont attaquées, si leurs infrastructures pétrolières et leurs usines de dessalement sont attaquées, ils détruiront tout dans le Golfe. Il faut que cela cesse. Le président Trump doit reconnaître que les conseils qu'il a reçus étaient mauvais. Il doit congédier les gens autour de lui à la Maison-Blanche qui l'ont mené là, dedans. Bien sûr, admettre qu'on a reçu de mauvais conseils est plus difficile quand toute la marque repose sur l'idée de ne jamais reconnaître qu'il y avait des adultes dans la pièce. Il y a peu être déjà une certaine prise de conscience, ce qui explique la tentative de déplacer la responsabilité vers Israël ou vers Pete Hegseth. Mais l'une des observations les plus importantes sur cette guerre, c'est que la guerre menée par l'Iran s'est fortement appuyée sur le renseignement spatial. L'Iran lui-même ne possède pas le réseau satellitaire nécessaire pour cela. Ce renseignement vient de la Chine et de la Russie. Par conséquent, tout ce qui bouge dans un rayon de 1000 milles autour de l'Iran est immédiatement identifié et repéré. Cette information est ensuite transmise presque simultanément à tous les systèmes de frappe au sol à l'intérieur de l'Iran. La Russie et la Chine n'ont aucun intérêt à voir l'Iran détruit par les États-Unis. Elles n'ont aucun intérêt à regarder la société iranienne se désintégrer. Personne dans la région ne veut que l'Iran soit transformé en État en ruine, où les Israéliens et les Américains pourraient entrer, s'emparer des champs pétroliers et, dans leurs fantasmes les plus débridés, diviser l'Iran en petits morceaux, tout en poussant des millions de réfugiés vers la Syrie, la Turquie, l'Arabie et, ultimement, l'Europe. Rien de tout cela n'est souhaitable. Tout le monde a mal calculé parce que Trump a beaucoup trop écouté les Israéliens et les Israéliens lui ont promis une guerre courte et décisive. Maintenant, ils en paient le prix ultime. Une guerre courte et décisive est toujours très courte dans le diaporama et très longue dès que la physique arrive. La situation à l'intérieur d'Israël se détériore également.
Des rapports concernant le chef d'état-major israélien Zamir font état d'avertissements selon lesquels Tsahal pourrait s'effondrer sur elle-même en raison d'un manque de soldats. Le problème n'est pas seulement celui des pertes humaines, c'est aussi la fatigue. Israël n'est pas en guerre depuis un mois. Israël vit la guerre depuis 2 ou 3 ans. Les véritables chiffres des pertes ne sont pas connus, ni pour les États-Unis, ni pour Israël. Personne à Washington, à Tel Aviv ou à Jérusalem n'a envie de dire la vérité au public en ce moment. Ce n'est pas nouveau. Les pertes ont toujours été révélées lentement dans les guerres. À l'heure actuelle, je soupçonne toutes les parties d'avoir subi beaucoup plus de pertes qu'elles ne l'admettent. Israël a beaucoup dépendu de la puissance aérienne pour sa force militaire. Le pays a toujours eu une petite armée, une petite force régulière, renforcée par des centaines de milliers de réservistes. Ce modèle ne peut pas fonctionner indéfiniment. Israël s'essouffle. Il ne manque pas seulement de gens, ses forces sont épuisées, Israël a subi de lourdes pertes. Mais les Israéliens semblent avoir parié fortement sur le fait que les États-Unis deviendraient leur infanterie, leur artillerie et leur puissance aérienne. Cela ne s'est pas bien passé. Sur le plan intérieur, Trump et Netanyahou font maintenant face à une situation unique. L'opposition est massive. Des républicains eux-mêmes remettent Donald Trump en question. Les gens sont mécontents. En Israël, l'opposition remet Netanyahou en question. Quand même, la section des applaudissements commence à chercher les sorties. L'éclairage de la conférence de presse paraît soudain moins héroïque. Il y a aussi de l'incertitude autour de Netanyahou lui-même. Personne ne semble savoir exactement où il se trouve. Un rapport a suggéré que son avion aurait être été repéré à Berlin et qu'il s'y trouverait être depuis 2 semaines. Je ne sais pas où il est, mais la situation paraît extrêmement louche en ce moment. Cela dit, la situation américaine doit être traitée avec prudence. Revenons au discours sur l'état de l'Union du président Trump. Lorsqu'il a parlé d'empêcher l'Iran d'avoir une arme nucléaire et de prendre toutes les mesures nécessaires, il a reçu une ovation debout de presque tout le Congrès, démocrates et républicains confondus. Cela s'est produit parce qu'ils ont, en réalité, été achetés par le lobby pro-israélien et parce que les milliardaires qui soutiennent ce lobby ont acheté ces candidats. Par conséquent, je n'ai presque aucune sympathie pour le Congrès. Le Congrès est aussi coupable de tout ce non-sens que le président lui-même. Mais si le président veut sortir de ce bourbier, il ne devrait pas continuer à faire ce qui ne fonctionne pas. La définition de la folie, c'est faire la même chose encore et encore en s'attendant à un résultat différent. Cette prochaine offensive censée gagner la guerre ne gagnera pas la guerre. Mais à Washington, l'échec reçoit souvent un nouveau podium, un décor de drapeau plus net et une nouvelle étiquette marquée phase 2. Ce que Trump devrait faire maintenant, c'est congédier les gens autour de lui, se présenter devant le public et dire qu'il s'est trompé, que c'était une erreur et qu'il se désengage. S'il était prêt à faire cela, un grand nombre de dirigeants dans le monde viendraient probablement l'aider à négocier une fin à cette tragédie. C'est l'une des raisons pour lesquelles le Premier ministre Modi a été mentionné précédemment. D'autres pourraient aussi intervenir, des personnes en qui toutes les parties pourraient avoir confiance. C'est ce dont on a désespérément besoin. Ce dont on n'a pas besoin, c'est d'une prolongation de cette guerre. Il y a aussi la question de la médiation. Le Pakistan s'est présenté comme voulant jouer un rôle de médiateur dans la guerre, mais j'ai de sérieux doutes sur ce qui se passe réellement sur ce front. À ce stade, le président Trump ne refuserait probablement pas l'aide de quiconque l'offrirait. Mais la question de savoir si cette offre signifie vraiment quelque chose est une autre affaire. Lorsque Washington dit que des discussions sont en cours, cela ne veut pas nécessairement dire qu'une diplomatie sérieuse est engagée. Dans le passé, la CIA et le Mossad ont choisi des gens au sein d'un gouvernement à des niveaux inférieurs à la haute direction et ont commencé à leur parler dans l'espoir qu'ils puissent être cooptés ou soudoyés et que cela aide d'une manière ou d'une autre à obtenir le résultat souhaité. Cela ne fonctionnera pas avec l'Iran. Acheter des gens a déjà été une carrière pour certains, mais c'est pas une stratégie capable de produire une percée ici. Quand Trump dit qu'il parle à quelqu'un en Iran, la vraie question est de savoir à qui il parle réellement. Aucun de nous ne le sait vraiment. C'est pourquoi je pense que les agences de renseignement parlent peu, être à des généraux, à des colonels ou à quelqu'un quelque part, en espérant que cela se transforme en percée.
Dans la diplomatie version Trump, nous parlons à quelqu'un peut vouloir dire n'importe quoi de la négociation en coulisses à une rumeur portant une cravate. Je pense que c'est du non-sens. Très peu de choses qui sortent de Washington en ce moment peuvent être crues. Tout le monde est désespéré. Même si Washington projette une image de confiance en coulisses, le président est assez désespéré. Il reconnaît à ce stade qu'on lui a menti et qu'il a pris de mauvaises décisions. La seule façon de s'en sortir est de l'admettre, de se désengager et de demander l'aide des autres. C'est la seule façon, mais pour l'instant, le plan semble être la même vieille folie. Doubler la mise sur ce qui a déjà échoué et espérer que, d'une manière ou d'une autre, cela fonctionne cette fois. Cela n'arrivera pas. Peu importe le nombre de petites îles qu'ils essaient de saisir dans le golfe Persique. Si des gens sont placés sur une île qui fait peu, être 14 ou 15 km², quelques missiles balistiques de portée intermédiaire, des missiles balistiques tactiques et des drones peuvent tuer tout le monde sur cette île. Nous ne sommes pas en 1944. Nous ne sommes pas en 1984. Nous sommes en 2026. La guerre est différente. La guerre a changé. Il s'agit peut-être de 1984 seulement, dans le sens où la guerre c'est la paix. Mais la question plus profonde demeure. Si l'armement est épuisé, si les dirigeants sont à ce point incapables de savoir où aller, ensuite, comment les États-Unis peuvent-ils doubler la mise? Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de direction. Comment doubler la mise? On ne peut pas. À moins, bien sûr, que doubler la mise signifie simplement répéter la même erreur plus fort et appeler cela de la force. Voilà pourquoi il y a une pause en ce moment. Voilà pourquoi cette fausse pause existe. C'est pas pour des pourparlers de paix. C'est pour reconstituer les stocks. Les États-Unis apportent tout ce qu'ils ont encore sur les tablettes et le déplacent vers le théâtre d'opération, vers la marine et l'armée de l'air. En même temps, lorsque les campagnes aériennes échouent historiquement, l'étape suivante est généralement l'utilisation de forces terrestres. C'est ce qui s'est produit au Vietnam avec Rolling Thunder. La campagne aérienne du Kosovo a suivi un schéma semblable. Elle a duré 78 jours et au bout de 60 jours de campagne, il était évident qu'elle ne fonctionnait pas. D'énormes pressions ont été exercées sur le président Clinton pour qu'il engage des forces terrestres. Finalement, il a refusé. À la place, les États-Unis ont réussi à soudoyer les Russes pour qu'ils lâchent Milosevic et la Serbie et pour mettre fin à la campagne. L'idée elle-même est stupide. Chaque fois qu'un pays entre dans un combat en pensant utiliser uniquement la puissance aérienne, parce qu'il ne veut pas de perte, il se prépare à l'échec, le slogan promet une guerre propre. Le champ de bataille publie généralement un rectificatif. Cela s'inscrit dans une histoire beaucoup plus longue de tentatives américaines de changement de régime, qu'elles aient réussi ou échoué. Mais cette fois, un changement de régime en Iran est probablement un pont trop loin. Si une armée débarque près de la frontière avec le Pakistan au Baloutchistan et tente de marcher vers le nord, cela deviendrait la marche de la mort parmi les marches de la mort pour une armée essayant de traverser ces immenses territoires. Il y a aussi autre chose que les gens de Nord-Banor. Nous vivons de Nord-Banor. Beaucoup de gens appellent cela une guerre asymétrique. Ce n'en est pas une. D'un côté, il y a les États-Unis qui ont essentiellement déployé leur structure de force de la Deuxième Guerre mondiale. C'est la structure de force de 1944 à 1945, avec du matériel moderne, mais avec la même architecture de base. Groupes aéronavals autour de porte-avions, grand nombre d'avions, bombardiers, et ainsi de suite. De l'autre côté, il y a la structure de force du XXe siècle, l'architecture de frappe ISR, c'est-à-dire renseignement, surveillance et reconnaissance. Ce concept a d'abord été développé comme idée par les Russes dans les années 1970. La logique est simple, vous avez des capteurs dans l'espace, des capteurs en mer, des capteurs au sol et des capteurs entre l'espace et l'environnement terrestre. Vous reliez tous ces capteurs en temps réel à des systèmes de frappe qui deviennent extrêmement précis. Cette précision est maintenant frappante. Elle est incroyable. Les États-Unis avaient autrefois le monopole de la précision avant le tournant du siècle. Ce monopole a disparu. La capacité de précision existe maintenant entre les mains de gens partout dans le monde. Soudain, des puissances moyennes qui étaient autrefois largement incapables d'opposer une résistance sérieuse peuvent paralyser les forces armées américaines.
Aucun rassemblement électoral n'a encore trouvé le moyen de scander des satellites hors de leur orbite. Il existe maintenant la capacité de voir tout le temps depuis l'espace. C'est ce qu'on appelle la surveillance persistante. Des satellites chinois et russes transmettent des images et des informations aux Iraniens. Les Iraniens prennent cette information instantanément, l'associent à leurs missiles balistiques tactiques, à leurs missiles de croisière et à leurs systèmes sans pilote, et ils peuvent lancer des frappes jusqu'à 1000 milles. Ils peuvent détruire des ports sur la mer Rouge, ils peuvent bloquer le trafic commercial et, plus important encore, le trafic militaire. Si les États-Unis tentaient de débarquer dans le sud de l'Iran, les Iraniens le verraient immédiatement. La seule question qui se poserait serait de savoir combien de temps attendre avant de détruire cette force. Ils pourraient observer le renforcement, laisser les forces débarquer, puis les anéantir avec les systèmes d'armes déjà décrits. Le golfe Persique pose le même problème. Comment les marines et les soldats y arriveraient-ils même? Viendraient-ils en 22 et en hélicoptère? Seraient-ils largués depuis les airs avec des parachutes? Et une fois au sol, que ferait-il exactement? Il y a un dicton dans l'armée, surtout dans l'armée de terre, ce que vous faites après votre arrivée est beaucoup plus important que la vitesse à laquelle vous arrivez. Les États-Unis peuvent déplacer de l'infanterie légère très rapidement, mais dans de mauvaises circonstances, ces forces peuvent aussi mourir très rapidement parce qu'elles n'auraient aucun véritable moyen de protection. Je ne sais pas quelle est la logique derrière cela. Peut être que quelqu'un imagine un miracle d'ingénierie qui brise les lois de la physique et permet d'insérer magiquement des troupes sans qu'elles soient vues. J'en ai aucune idée, mais j'ai rien vu de tel. Donc, mon hypothèse est que les lois de la physique s'appliquent encore. Par conséquent, beaucoup de gens pourraient être placés dans un endroit très dangereux sans produire l'effet recherché. La physique reste obstinément indifférente à la confiance télévisée. Le sénateur Graham a avancé l'argument que si l'île de Karg est prise, la guerre est terminée. C'est fou. Est-ce que quelqu'un croit vraiment qu'il n'existe aucun autre moyen pour les Iraniens d'exporter du pétrole? Et dans tous les cas, les Iraniens ont été très clairs, si leurs infrastructures pétrolières ou gazières sont détruites ou ciblées, alors tout le monde dans le Golfe perdra tout. Tous ces pays du Conseil de coopération du Golfe ou CCG ont été des vassaux loyaux. D'abord, ils ont été liés à l'Empire britannique qui les a créés. Ensuite, ils sont devenus des États vassaux américains en échange de promesses selon lesquelles Washington protégerait toutes ces dictatures familiales. Si cela dégénère, ils seront ruinés, pas seulement temporairement, mais de façon permanente. Il n'y a pas de sortie facile, les États-Unis vont probablement tenter quelque chose, et je pense que cela va échouer. Le président Trump, qu'il accepte de l'admettre publiquement ou non, fait face à une humiliation nationale et internationale. La raison est simple, il a gravement mal calculé, il a gravement sous-estimé le défi qu'il a choisi d'affronter lorsqu'il a décidé d'attaquer l'Iran. Il a écouté de nombreuses promesses creuses venant du côté israélien. Les Israéliens ont tendance à éprouver du mépris pour les différents pays musulmans qui les entourent, et c'est une très mauvaise chose. Trump semble avoir accepté l'argument selon lequel cela serait rapide et sale, et qu'il pourrait d'une manière ou d'une autre en tirer profit. Il sait maintenant que c'est pas possible. La facture du rapide et sale arrive généralement lentement, détaillée, et impossible à maquiller. Tout revient donc à ce qu'il fera ensuite. Ses instincts semblent lui dire qu'il doit doubler la mise et écraser l'Iran, qu'il doit traîner l'Iran dans la boue. C'est pourquoi je n'ai jamais pris cette pause de 5 jours au sérieux. À vrai dire, cette pause sert à d'autres objectifs. Et comme cela a déjà été souligné, cette pause ne s'applique pas aux Israéliens. Israël continue de bombarder des infrastructures pétrolières, des usines et tout ce qu'il peut. Cela n'aide en rien. Les Israéliens ne sont pas particulièrement réceptifs au président Trump à ce stade. Ils semblent le considérer comme un homme acheté qui devra faire tout ce qu'ils lui disent. Je pense que c'est une erreur, parce que je connais le président Trump, et si il est poussé trop fort dans une direction, il repoussera dans l'autre sens. Mais, pour l'instant, il semble voir cela comme une pause de 5 jours. Son cercle rapproché, y compris les militaires, est probablement assis dans une pièce en train de se demander comment sortir de cette situation, comment cela se termine, à quoi ressemble l'état final et ce qu'ils peuvent accepter. Une grande partie de Washington est hypothéquée à la vanité. L'état d'esprit est que certaines choses ne peuvent pas être faites parce qu'elles donneraient l'impression que l'Amérique a perdu.
Mais que s'est-il passé au Vietnam? Les États-Unis ont perdu. Et qu'ont-ils fait? Ils sont partis. À Washington, la vanité est souvent promue plus vite que la stratégie. Ils sont partis sur le dos de milliers de vies américaines. Les États-Unis ont perdu et sont partis. Ils ont effectivement dit « tant pis pour les 58 500 vies américaines et tant pis pour les près de 2 millions de Vietnamiens tués inutilement et sans raison ». Puis, ils sont simplement partis. De nombreuses années plus tard, des Américains sont retournés au Vietnam, y compris certains qui y avaient servi, comme l'ancien sénateur Webb. Ils y sont retournés et ont reconnu que cela avait été une terrible erreur, qu'ils le regrettaient profondément et qu'ils voulaient faire des affaires. À la surprise générale, les Vietnamiens ont accepté de coopérer. Depuis, les relations ont été meilleures que jamais auparavant dans l'histoire des deux pays. Mais c'est une mauvaise habitude américaine, je la déteste, mais c'est ainsi que l'Amérique fonctionne. À un moment donné, quelque chose de semblable pourrait se reproduire. Mais pour l'instant, cette guerre risque de prendre de nouvelles dimensions. Lorsqu'on discute de l'idée d'envahir l'Iran, il est utile de revenir aux Dardanelles en 1915, lorsque les Britanniques ont décidé qu'ils devaient s'emparer des Dardanelles. C'était en réalité Churchill, qui était souvent sévèrement ivre lorsqu'il prenait de grandes décisions et qui était l'équivalent du secrétaire à la marine ou du ministre de la marine. L'idée était que si les Dardanelles pouvaient être prises aux Turcs, la Royal Navy pourrait traverser les Dardanelles et les détroits, placer Constantinople sous le feu, débarquer davantage de troupes à Constantinople et forcer les Turcs à quitter la guerre. Après que les Britanniques ont perdu des navires qu'ils ne pouvaient pas défendre dans les détroits, ils ont décidé de débarquer une force sur place pour prendre les détroits. Si l'on regarde les Dardanelles, puis le détroit d'Ormuz, la comparaison est révélatrice. Aux Dardanelles, les Britanniques ont débarqué à un endroit et les Turcs tenaient les hauteurs au-dessus d'eux. Cette situation est restée ainsi pendant 9 mois. La force britannique est passée de 75 000 soldats à 500 000 soldats. Ce fut une catastrophe. Finalement, Herbert Kitchener, l'un des célèbres généraux impérialistes britanniques, a conclu que c'était de la folie et que cela ne pouvait pas être gagné. Il a retiré tout le monde. Les Britanniques ont perdu environ 50 000 hommes tués, ils ont retiré les 500 000 soldats et l'opération a échoué. Maintenant, comparons cela au détroit d'Ormuz. Regardez les parois autour du détroit. Au lieu d'être larges et ouvertes, elles ressemblent presque à un piège. Comment quelqu'un pourrait-il prendre cela et le contrôler? Où placerait-on des soldats ou des marines pour contrôler quoi que ce soit? Et pourtant, il y a encore des discussions sur une entrée dans le golfe Persique et la prise d'île, qu'il s'agisse de Karg au nord ou de n'importe quel autre. Peut être, c'est le genre de plan qui paraît audacieux, seulement jusqu'à ce que la carte commence à répondre. Mesdames et messieurs, notre émission d'aujourd'hui s'arrête ici. Nous vous invitons à partager votre avis personnel dans la section des commentaires ci-dessous. Pouvoir, vérité, vous salue et vous donne rendez-vous très bientôt.